Je vais donc évoquer rapidement ces outils que je discute à la fin du livre, et je vais conclure la conférence là-dessus. Quelques pistes que je discute à la fin. Vraiment, je veux redire que chacun est tout à fait libre de tirer des conclusions différentes, et moi je suis pour la délibération, le débat le plus étendu, donc j'ai vraiment aucun problème pour tous ceux qui ont des conclusions différentes. Moi j'essaye de m'appuyer sur ce qui a marché, n'a pas marché au XXe siècle, et de voir quelles conclusions on peut en tirer pour la suite, mais voilà, d'autres expériences, d'autres sources, d'autres travaux, d'autres archives pourraient conduire à des conclusions différentes, et j'ai aucun problème avec ça. 3 pistes principales que je veux évoquer ici. D'abord, la question de la propriété sociale et temporaire, ensuite de la justice éducative, et enfin du social fédéralisme dont j'ai déjà dit un mot. Propriété sociale et temporaire, l'idée générale, c'est, disons, dans des sociétés très éduquées comme les nôtres, on a besoin d'une circulation du pouvoir, de la propriété. Donc la propriété privée, c'est une chose excellente, à condition qu'elle s'accumule dans des proportions raisonnables. Et avoir une seule personne qui a tous les droits de vote dans une société qui a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'entreprises, enfin l'idée qu'une seule personne a la compétence divine lui permettant de décider de l'organisation du travail et de prendre toutes les décisions dans une société, ça me paraît relever d'un principe monarchique qui ne correspond pas ni à ce qui a marché au XXe siècle en termes de brassage, de réduction des inégalités, d'augmentation de la mobilité sociale, et encore moins du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, voilà, le fait qu'une personne ait eu des bonnes idées et fait fortune à 30 ans ne garantit pas qu'à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, cette personne peut toute seule décider de... Donc c'est simplement un principe de bon sens de dire qu'il faut faire circuler ce pouvoir à la propriété. Comment on peut faire ça? Il y a 2 façons qui ont été déjà expérimentées au XXe siècle. Il y a la propriété sociale, notamment à travers un équilibre entre les droits des propriétaires, ceux des salariés. Donc je veux rappeler que en Allemagne, en Suède, vous avez entre un tiers et la moitié des voix dans les conseils d'administration qui sont pour les représentants des salariés, qui est quelque chose auquel les actionnaires anglo-saxons ou français d'ailleurs se sont toujours opposés avec beaucoup de virulence. D'ailleurs les actionnaires allemands et suédois avant que ça leur soit imposé par des mobilisations qui ont imposé ces décisions. Mais pour finir à la fin, est-ce que ça a nui au développement économique en Suède et en Allemagne? Non, je crois que le consensus aujourd'hui, c'est que ça a permis plutôt une meilleure implication des salariés dans les stratégies d'entreprise. Et je pense qu'on pourrait aller plus loin. J'évoque dans le livre le fait qu'on peut, dans des grandes entreprises, plafonner les droits de vote d'un actionnaire individuel, mettons à 10% dans les sociétés de plus de 100 salariés. Après, on peut discuter à l'infini. Il faut surtout expérimenter historiquement pour aller plus loin dans cette direction. La deuxième piste que j'appelle la propriété temporaire, c'est l'idée que les très fortes détentions patrimoniales, quelqu'un qui fait fortune très rapidement, il y a une certaine logique à ce qu'une partie de cette propriété soit rendue à la communauté chaque année. Alors c'est d'ailleurs ce que promettent beaucoup de milliardaires sur la base du volontariat, mais il s'agit simplement là de vérifier dans quelle mesure le volontariat s'applique ou non, donc, et de le faire de façon un peu plus organisée et de façon un peu plus collective. Ça permet notamment de financer cet héritage pour tous à 120 000 euros pour fixer un peu les choses. Voilà la répartition du patrimoine aujourd'hui en France. Vous voyez que la médiane est à 110 000, donc vous avez vraiment beaucoup de gens ici qui possèdent 2 000, 23 000 euros, donc 120 000 euros pour tout le monde, ça fait une très grande différence pour la moitié du bas, également disons jusqu'au 70-80% du haut. Bon, j'ai eu beaucoup de réactions étonnantes face à cette proposition, avec des personnes qui m'ont dit, mais quand même... tous ces enfants de classe populaire, là, 120 000 euros, est-ce que ça ne va pas diminuer leurs incitations au travail? Et puis... vont-ils bien savoir quoi en faire? Mais ce qui est étonnant, c'est que, enfin, ce sont des questions légitimes, bien sûr, mais ces mêmes personnes ne se posent absolument pas la vraie question sur ceux qui héritent de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros, où là, c'est parfaitement, ce sera forcément toujours très bien utilisé. Et donc, voilà, il y a une vision du libéralisme assez élitiste, pour finir, et parfois assez autoritaire aussi, qu'on a déjà vu dans l'histoire et qui pose problème. Et donc, il faut arrêter de brandir l'étendard du libéralisme, où en fait, on s'oppose aux libertés pour l'immense majorité de la population, parce que l'accès à la propriété, c'est aussi la liberté de pouvoir vivre de son salaire sans avoir à repayer une énorme partie en loyer éternellement, de pouvoir créer une entreprise, de pouvoir participer au développement de la structure de production, entreprise, association ou autres dans lequel on travaille. Donc je pense que c'est une vraie réforme qui peut permettre plus d'émancipation. Pour la financer, il faut un système d'impôt progressif. Je mentionnerai juste deux points, enfin très rapidement. Le coût total d'avoir 120 000 euros, ce qui est 60% du patrimoine moyen pour toute une génération, c'est 5% environ du revenu national, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas non plus par rapport aux masses totales de prélèvements obligatoires dont il est question. Ça ne bouleverse pas l'équilibre des finances publiques. C'est important et on peut imaginer des montants plus réduits dans un premier temps. Mais juste voilà, les montants sont ceux-là.
Les taux d'imposition à 90% qui font peur à tout le monde, je veux juste mentionner que ça a été appliqué. On a vu tout à l'heure les résultats sur la croissance aux États-Unis, qu'on était à 70, 80, 90%. C'est à 10 000 fois ici le patrimoine moyen, donc à 1 milliard, 2 milliards même. Donc si vous avez 1 milliard, on prend 90%, il vous reste quand même 100 millions d'euros, ce qui permet quand même d'avoir quelques projets. Et je pense que voilà, la diffusion, à nouveau, la circulation du pouvoir économique, tout indique dans les expériences du XXe siècle que ce sont les périodes de réduction des inégalités et de plus grande mobilité sociale et de renouvellement des fortunes qui ont permis le plus de dynamisme économique. Je finis sur la question de la justice éducative. Il y a énormément d'hypocrisie au sujet de l'accès à l'éducation. Il y a eu des grands progrès faits au XXe siècle en termes d'accès à l'enseignement primaire, secondaire, mais sur l'enseignement supérieur, on a des inégalités. Donc là, vous voyez, ce sont des travaux développés notamment par Raschetti et Emmanuel Saez aux États-Unis. Vous avez le revenu parental en bas, la probabilité d'accès à l'enseignement supérieur en vertical. Vous avez pratiquement la première bisectrice. C'est quand même très extrême. Et donc l'écart, donc vous avez 20% de chance d'aller à l'enseignement supérieur quand vos parents sont parmi les plus pauvres. 95% quand vos parents sont parmi les plus riches, donc c'est pas exactement 100%, mais ça s'approche. Et puis ce sont pas du tout les mêmes universités, par ailleurs, où vous allez quand vous êtes en haut. Hein. Donc on a quand même une situation où le gouffre entre le discours méritocratique officiel sur l'égalité des opportunités, blablabla, et la réalité est quand même assez considérable. Si on regarde la France, là je vous présente un autre graphique qui est un peu différent. C'est-à-dire on classe les gens non pas par revenus des parents, mais par l'investissement éducatif reçu au cours de sa vie. Enfin, plus précisément, là, je regarde la génération de ceux qui ont 20 ans en 2018, et sur la base des dépenses constatées et des trajectoires éducatives moyennes, on calcule le degré d'inégalité de l'investissement éducatif. L'investissement éducatif moyen, c'est 120 000 euros pour cette génération, mais c'est seulement 60-70 000 euros, typiquement pour des personnes qui vont quitter le système scolaire à 17 ans ou à 18 ans. Ça va être de l'ordre de 100 000, 110 000 euros pour des personnes qui font des cursus pas très bien financés à l'université. Ça va être 250 000, 300 000 euros pour des personnes qui font des cursus très longs avec des filières sélectives en classe préparatoire, etc. Donc vous avez quand même un écart qui va de quasiment 200 000 euros entre les deux. Donc tout à l'heure, je parlais de l'héritage pour tous. Bon, mais là, c'est vraiment le double héritage pour certains. Et en l'occurrence, ce sont des ressources publiques. Et donc là, il y a quand même un degré d'hypocrisie. Je ne dis pas que la solution est parfaitement simple et évidente, mais je pense que si on ne se donne pas les outils, au moins pour mesurer ça et pour essayer de fixer des objectifs d'année en année à des gouvernements, voilà, simplement, est-ce que c'est ça l'objectif ? Est-ce que c'est la meilleure chose qu'on puisse réussir à faire ? Si ce n'est pas ça, quel est l'objectif ? Et même chose sur ce type d'évolution. C'est-à-dire que comment on fait pour se fixer des normes de justice éducative qui soient vérifiables, sanctionnables politiquement, et qui ne soient pas juste des discours purs, où on peut toujours dire on a fait des efforts considérables, etc., mais qui ne soient pas vérifiables. Et je pense que la construction d'une norme de justice fiscale avec des barèmes d'impôt sur le revenu, d'impôt sur le patrimoine, ça a pris très longtemps, on en est encore très loin, mais il y a eu la construction d'un outil cognitif avec des taux, des tranches. Alors c'est un peu laborieux, mais comment faire autrement pour réussir à mettre d'accord une vaste communauté humaine, sociale, sur des normes de justice ? Et là, sur l'action de la justice éducative, je dirais, on en est vraiment très très loin, et donc c'est un chantier considérable. Et le dernier chantier, c'est ce que j'appelle le social fédéralisme, c'est l'idée que si on veut continuer d'avoir des libres circulations ou des échanges de biens, services, de capitaux, on a besoin de mettre ces traités commerciaux, ces traités de libre circulation, au service d'objectifs quantifiés, et là encore sanctionnables et vérifiables, de justice climatique, de justice sociale, de justice fiscale, si besoin aux moyens d'assemblées transnationales qui peuvent être au niveau européen, qui peuvent être au niveau euro-africain, qui peuvent être au niveau des groupes de pays, idéalement au niveau mondial, qui voudront le faire. En tout cas, l'idée qu'on peut avoir de simples traités commerciaux ou traités de libre circulation des capitaux sans aucun système permettant de savoir qui possède qui, où, qui possède quoi, où, et quelles sont les émissions carbone de tel ou tel pays, me semble une idée condamnée et qui a été expérimentée depuis les années 80-90, mais qui a besoin aujourd'hui d'être dépassée, redéfinie. Je m'arrête là en disant que la philosophie générale de ce travail, c'est d'essayer de voir l'histoire comme une lutte des idéologies, une quête de la justice, davantage que simplement comme une lutte des classes, parce que
disons, la différence entre les deux, elle est assez simple. C'est que la position sociale, aussi importante soit-elle, ne suffit pas à déterminer une idéologie, ne suffit pas à déterminer une théorie de la propriété juste, de l'éducation juste, de l'impôt juste, de la démocratie, de la frontière juste. Donc on a besoin, on ne peut pas juste, cette idée que voilà, la conflictualité sociale pure va produire le changement historique, qui est une idée qui a eu un certain rôle dans les révolutions au XXe siècle, notamment la révolution bolchevique, mais qui aujourd'hui est aussi parfois assez présente, est une idée qui me semble très dangereuse, parce que les luttes, les crises peuvent conduire à des débouchés complètement différents et complètement contraires à l'idéal d'émancipation qui avait été à un moment programmé. Donc il me semble très important de débattre de ces questions et de se méfier des discours repoussants à l'après-crise, ces discussions, de se méfier évidemment tout autant des discours conservateurs consistant à dire ça sert à rien d'en discuter parce que rien ne se produira jamais, qui ça aux yeux de l'histoire me semble quand même assez disqualifié parce qu'on voit à chaque fois des changements se produire toujours beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait imaginé sur le moment et d'autres crises politiques, financières ne manqueront pas d'arriver et de précipiter des changements. Et je pense une des choses les moins bêtes qu'on puisse faire pour s'y préparer, c'est d'essayer d'étudier ces crises du passé. Les positions défendues dans ce livre, certains les trouvent radicales. Moi, je pense qu'elles sont simplement dans la droite ligne d'un mouvement vers le socialisme démocratique qui est à l'œuvre, d'une certaine façon, depuis la fin du XIXe siècle. Donc ça peut vous sembler très naïf de décrire les choses comme ça. Mais moi, je pense que la cogestion germanique, nordique, la progressivité à l'anglo-saxonne, les systèmes de réservation de quotas à l'indienne pour l'égalité d'accès à l'éducation, même s'ils sont loin d'être parfaits, il y a aussi beaucoup de choses à en apprendre. Je n'ai pas eu le temps d'en parler dans cette présentation. Je pense, pour finir, qu'une grande partie de notre désarroi contemporain s'explique par une forme d'autonomisation excessive de la sphère économique vis-à-vis des autres sciences sociales et de la sphère civique et politique. Et donc je pense, j'essaye de contribuer à cette forme de réappropriation du savoir économique, historique, mais voilà, je compte sur vous tous, sur nous tous, étudiants, citoyens, chercheurs, enseignants, pour contribuer à cette diffusion du savoir. Merci beaucoup pour votre attention. Bon, en fait, j'ai 3 questions. Merci d'abord. La première, pour on vous... va essayer de faire court puisqu'on est beaucoup. Okay. Donc, la première, c'est le lien qu'il y a entre la monnaie émise à taux zéro et justement les taux de profit beaucoup plus importants dans les patrimoines les plus élevés. 8%, est-ce qu'il n'y a pas un lien direct par l'effet de levier? La deuxième, c'est concernant l'approche historique des gains de productivité. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'évolution récente un problème? On sait que les gains de productivité sont en grande partie liés aux consommations d'énergie et que les consommations d'énergie sont en train de nous détruire notre climat. Alors, je vais répondre aux 2 premières et puis après on en verra pour en prendre d'autres. Sinon je suis capable d'oublier les 2 qui sont des questions importantes l'une et l'autre. Donc, est-ce que la création monétaire qu'on voit là après 2008 dope les rendements sur les plus hauts patrimoines? Ça peut arriver, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale, parce que ça a commencé, ces très hauts taux de rendement sur les plus hauts patrimoines ont commencé bien avant 2008. Donc moi, dans mon livre précédent, j'avais regardé les plus hauts portefeuilles financiers de 1980 à, je ne sais plus, je m'arrêtais en 2010, je crois, donc ça ne prenait pas en compte vraiment l'après 2008. Et on avait effectivement, sur les patrimoines financiers, j'utilisais notamment les données des dotations des universités américaines, qui ont au moins le mérite de publier leurs données, parce que les milliardaires, en fait, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'ils font, qui ils sont et tout ça. Quoi qu'en disent les magazines, en fait, il y a une opacité énorme sur tout ça. Au moins, les dotations des universités, il y a des données publiées. Donc, j'avais exploité ces données, je les rementionne d'ailleurs dans ce livre, et on constate que les plus hautes dotations ont des rendements réels exorbitants, enfin 8, 9, 10% sur 30 ans par an, rendement réel, après déduction de tous les coûts de gestion, du fait d'accès à des portefeuilles, des produits dérivés, des actions non cotées, des dérivés sur des produits de matières premières, enfin toutes sortes de produits qui sont tout simplement pas accessibles, non seulement pour celui qui a 100 000 euros, mais même pour la dotation de l'université qui a 1 million ou 10 millions, comme l'école d'économie de Paris des Olivier, mais on va pas placer ça sur le même genre d'outils que sur les personnes qui ont plusieurs dizaines de milliards. Donc ça, c'est un phénomène structurel qu'on observe sur les marchés financiers mondiaux, disons depuis les années 80, 90, 2000, donc qui vient vraiment d'avant cette grande création monétaire des dernières années.
Bon, par ailleurs, cette création monétaire, effectivement, on peut produire des bulles sur certains actifs ceux qui ont le plus les moyens d'essayer de repérer les endroits pour aller se placer, il y a des chances qu'ils en bénéficient plus que ceux qui ont 10 000 euros sur leur livret A. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais je pense qu'il y a un phénomène structurel qui est plus important que ça. Et la deuxième question, qui était la productivité, est également tout aussi importante. Donc, qu'est-ce qui explique la baisse de la croissance de la productivité depuis les années 80-90, et vous mentionniez la question des disponibilités énergétiques, du prix de l'énergie, c'est potentiellement un des facteurs. Bon, j'ajouterais quand même que deux choses. D'abord, là, il y a aussi un problème de comment on mesure la croissance, c'est-à-dire que la croissance consistant à sortir du sol des richesses qui s'y trouvent déjà et ensuite balancer les émissions carbone dans l'air qui vont dégrader les conditions de vie sur Terre, c'est plutôt de la croissance négative que de la croissance. Donc là, il y a quand même un problème de comment on comptabilise la dépréciation du capital, les dommages faits au capital naturel, qui pourrait changer quand même l'analyse sur ce... Enfin, concrètement, peut-être qu'il faudrait en utiliser encore moins de cette énergie plutôt que essayer d'en trouver plus pour rétablir la croissance. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que je pense que la raison principale pour l'abaissement de la croissance, enfin, en tout cas, moi, ce qui me paraît le facteur principal, c'est d'abord la stagnation de l'investissement éducatif. C'est-à-dire que si vous regardez... Tout à l'heure, je vous ai montré la structure de... oui, ah non, mais je suis passé... Voilà. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien en l'éducation en violet, mais il y a quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire que depuis les années 80, le volume total d'investissement public en éducation, donc primaire, secondaire, supérieur, tout confondu, stagne et même diminue légèrement. Il était à 6% du revenu national, il est plutôt à 5%, 5% et demi. Bon, ça dépend des pays, mais en gros, il stagne, diminue légèrement. C'est la même chose aux États-Unis. Et là, il y a quelque chose quand même de très paradoxal, parce que cet investissement éducatif a été multiplié par 10 par rapport à 0,5% du revenu national au 19e siècle. Et donc, il y a quand même quelque chose d'étonnant historiquement à cette stagnation, d'autant plus que dans le même temps, la proportion d'une classe d'âge accédant à l'enseignement supérieur a énormément progressé. Il était de moins de 20% au début des années 80 et aujourd'hui supérieur à 50% dans la plupart des pays les plus riches. Et donc ça veut dire que déjà pour tous ceux qui ont fait des efforts pour essayer d'accéder à l'enseignement supérieur, il y a en fait des moyens financiers par étudiant qui ont baissé, et en France on est bien placé pour le savoir, notamment dans les universités où les effectifs ont beaucoup augmenté, mais les moyens n'ont pas suivi, donc l'investissement par étudiant a baissé. En France depuis 10 ans, le nombre d'étudiants a augmenté de 20%, les dépenses totales ont stagné en termes réels, et donc vous avez vraiment une baisse de la dépense par étudiante. Ça peut pas être très bon à long terme pour la croissance. C'est-à-dire dans n'importe quelle théorie de la croissance, quand vous avez une stagnation de l'investissement éducatif alors que la population qui va se former augmente, alors ça dépend comment vous écrivez votre fonction de production d'éducation et de croissance, mais vous pouvez très facilement expliquer les faits observés sur la diminution de la croissance avec cette stagnation de l'investissement éducatif. Donc la conclusion de tout ça, c'est que voilà, on a misé pour relancer la croissance dans les années 80, Reagan a misé sur l'augmentation des inégalités, doper les incitations pour les super entrepreneurs et les personnes qui gagnent des millions et des millions. Ça n'a pas bien réussi, peut-être parce que en fait la source de la croissance moderne et de la prospérité en général, c'est plutôt l'éducation, et avec une relative égalité dans l'éducation, enfin en tout cas un investissement éducatif qui concerne pas seulement quelques personnes à Harvard, etc., mais qui concernent des catégories très larges de la population, de plus en plus larges au fur et à mesure de l'histoire, et que c'est ça l'erreur principale qui a été commise. Alors, il y a eu des raisons pour cette erreur, c'est-à-dire qu'il y a eu l'idée à partir des années 80-90 de dire il faut arrêter d'augmenter les prélèvements obligatoires. Regardez, on est arrivé à 45%, ça suffit. En tout cas, un consensus idéologique s'est formé sur cette question, qui est une question compliquée. Donc, je n'ai pas la réponse de quel est le niveau idéal où il faut s'arrêter. C'est compliqué. Enfin, en tout cas, le consensus qui s'est formé, c'est qu'il faut s'arrêter là. Comme les dépenses de santé, de retraite, elles continuent d'augmenter un petit peu, parce qu'avec une population qui vieillit, c'est quand même difficile que ça augmente pas du tout. Forcément, l'éducation, malgré l'augmentation de l'endettement public au cours de la période, dont il va falloir quand même se débarrasser à un moment, pose d'autres problèmes. L'éducation a un peu fait les frais de tout ça, et je pense que sur l'abaissement de la croissance, c'est quand même un candidat assez naturel pour expliquer ça. Sans doute pas le seul facteur. Je vous propose qu'on prenne les questions 2 par 2, mais on va essayer de se limiter à une question par personne, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui le doivent. Peut-être par là-haut. Bonjour, merci. J'ai une question concernant quand vous avez montré les électeurs des partis plutôt de gauche, quand on voit les proportions, donc c'est plutôt des gens plutôt aisés qui votent pour ces partis, et du coup on ne voit pas les partis, les gens des classes populaires plutôt qui ne votent pas pour ces partis. En quoi vous pensez que c'est dû à ces phénomènes, que les gens qui sont le plus impactés par les inégalités, ils ne cherchent pas, ils essayent,
pourquoi ils votent pas pour le parti qui plutôt le programme de gauche de réduction des inégalités? Ben, peut-être parce que le programme n'est pas très convaincant. Voilà. En tout cas, moi, c'est ça l'explication que je propose. C'est que l'idée du malentendu, voilà, quand un malentendu se répète de façon aussi durable dans autant de pays, je pense que ça pose des problèmes sur le programme lui-même. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas... C'est pas un complot qu'un jour le Parti socialiste en France ou le Parti travailliste en Angleterre ou le Parti démocrate s'est dit tiens, on va s'occuper uniquement des gagnants du système éducatif. Bon, il y a certains responsables politiques, Blair ou Clinton ou d'autres, qui ont pu faire des choix à des moments donnés. Il ne faut pas non plus négliger. Mais s'il y a une évolution aussi longue, il y a plein d'acteurs qui sont concernés. Donc il ne s'agit pas de... Il n'y a pas des théories du complot. Il se trouve que petit à petit, avec la tertiarisation de l'éducation, c'est vrai que ceux qui avaient le plus réussi dans le système éducatif, finalement, ont continué leur vote à gauche, et ceux qui avaient moins réussi, en partie parce qu'ils n'avaient pas eu les moyens nécessaires ou pour d'autres raisons, se sont sentis, disons, abandonnés ou laissés derrière. Je pense aussi que, disons, à l'époque de l'enseignement primaire ou secondaire, c'est plus facile d'avoir un programme égalitaire, d'une certaine façon, puisque l'objectif peut simplement être de dire qu'il faut amener la totalité d'une classe d'âge à la fin du primaire, puis à la fin du secondaire. Quand vous arrivez à l'âge de l'enseignement supérieur, c'est plus compliqué, parce que vous ne pouvez pas juste dire on va amener tout le monde à 100% à la fin du doctorat, quoi. Et donc, vous êtes obligé d'avoir un système, d'accepter une forme de stratification éducative persistante et de construire des normes de justice par rapport à ça. Et c'est un défi. Donc moi j'insiste sur le fait que tout ça, c'est pas des complots de personnes qui prennent les manettes et qui font tout mal exprès. Il y a des vrais défis derrière. Faire fonctionner l'union monétaire en Europe, c'est compliqué. Faire fonctionner la justice en matière d'enseignement supérieur, c'est compliqué. Mais il faut y arriver. Il faut trouver des solutions pour pouvoir y arriver. Mais derrière, je pense qu'il y a des vrais enjeux. Il y a beaucoup de mauvaises explications qui ont été brandies. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, une explication pour cette évolution, c'est le racisme des classes populaires blanches, disons, pour résumer. C'est-à-dire, une explication classique, ça a été de dire, bon ben voilà, à partir des années 60, à partir du moment où le Parti démocrate s'est mis à se battre pour les droits civiques et les droits des Noirs, l'électorat blanc du Sud a commencé à basculer d'abord sur Nixon, puis sur Reagan, puis sur Trump, et c'est voilà, le long déplacement des classes populaires blanches vers les républicains, et on n'y peut rien, on a tout fait pour faire de la redistribution, mais voilà, elles sont tellement racistes, c'est elles qui nous ont abandonnés, c'est pas nous qui les avons abandonnés. Enfin, je caricature, mais ce discours a une certaine force aux États-Unis. Par rapport à ce discours, le fait qu'on ait la même évolution en France, au Royaume-Uni, dans les différents pays européens, où il n'y a pas eu de la bataille des droits civiques dans les années 60, et où la question du conflit migratoire et identitaire arrive quand même beaucoup plus tard dans le paysage politique, plutôt dans les années 80, 90, 2000, et en fait on observe la même évolution, y compris dans des pays où le conflit migratoire et identitaire n'a jamais pris vraiment une importance considérable. Donc ça suggère quand même qu'il y a des questions plus lourdes, des questions sociales, économiques, de justice éducative, de justice sociale, justice fiscale, qui, d'après moi, sont derrière ça. Après, il y a évidemment une exploitation par des partis nationalistes, nativistes, xénophobes, de ce sentiment d'abandon, et avec les résultats qu'on sait. Mais il y a aussi une énorme abstention. C'est-à-dire que si les électeurs des classes populaires étaient absolument parfaitement satisfaits par le programme des partis xénophobes, on aura une participation exceptionnelle. On a un effondrement de la participation qui montre bien que la plupart des gens en fait sont juste très désemparés par rapport aux alternatives qui leur sont proposées. J'ai tendance à croire que les différentes idéologies sont aussi reflet de l'état d'avancement d'une société. Et dans ce sens-là, j'ai un peu du mal à croire que le discours démocratique, ou de démocrate, ou de la gauche, si on croit que la gauche c'est le détenteur de la démocratie, des valeurs, c'est peut-être un peu compliqué aujourd'hui pour que la plupart des gens le comprennent et qu'ils puissent du coup porter ce drapeau. Ma question, c'est, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le monde va mal et va de pire en pire, on parle d'effondrement, etc. Je suis une petite optimiste. Est-ce que les gens qui ont compris le discours, c'est les gens qui vont arrêter de consommer? Et comme il y a de moins en moins de gens qui pourront consommer parce que le monde va dans une telle inégalité, et du coup, finalement, les détenteurs, enfin, les capitalistes vont avoir leurs actifs s'effondrer parce qu'il n'y aura pas de consommateurs. Oui, alors je ne vous conseille pas de trop compter là-dessus quand même. C'est-à-dire, je pense qu'il va falloir s'y mettre de façon plus volontariste. Là,
là, c'est issu de recherches qu'on a menées avec Lucas Chancel au laboratoire sur les inégalités mondiales et qu'on continue de mener sur la répartition des émissions carbone. Alors, vous avez une concentration, c'est-à-dire, vous voyez, en violet, vous avez la répartition du total des émissions carbone. Et puis après, on se concentre sur les personnes qui émettent beaucoup, et donc en vert, c'est uniquement les personnes qui émettent plus de 9 fois la moyenne mondiale, c'est-à-dire qui correspond à peu près au top 1% des émetteurs au niveau mondial, qui, à eux seuls, émettent davantage que la moitié du monde qui émet le moins. Et les 10% qui émettent le plus émettent près de 50% du total. Donc, on a une très grande quantité des émissions qui est quand même concentrée sur le sommet de la distribution. Donc, si on veut aller vers la sobriété énergétique en général, il va quand même falloir réduire cette partie-là des émissions. Si on peut pas, en un mot, juste compter sur le fait que les personnes s'appauvrissant vont moins émettre, ça va pas marcher. C'est-à-dire que tout le monde ne s'appauvrit pas. Les émissions sont quand même très concentrées sur le sommet de la distribution. Si on n'a pas une forte réduction des inégalités, je vois pas par quel miracle on pourra aller vers la sobriété énergétique. Par ailleurs, on ne voit pas comment les classes populaires moyennes accepteraient de réduire eux-mêmes plus leur consommation énergétique s'ils ont l'impression qu'il y a des personnes au sommet qui continuent de se promener en avion tout le temps et d'avoir des jets privés, etc. Donc je ne sais pas quelle est la théorie de comment ça peut marcher et comment tout ça peut fonctionner sans une forte réduction des inégalités, me semble vraiment pas crédible du tout. Merci, je ne peux pas me mettre debout parce que j'ai mon ordinateur, mais ma question c'est quoi votre définition précise de propriété temporaire? J'ai un exemple. Par exemple, en Chine, même s'il n'y a pas de taxe sur héritage, il y a tous les immeubles se vendent dans une période de 70 années, c'est-à-dire après 70 ans, on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer. L'hypothèse, c'est qu'on rachète. Mais maintenant, on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, la Chine fête son anniversaire de 70 ans. Donc, on ne sait pas encore, aujourd'hui précisément, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va passer. Mais est-ce que c'est ça ce que vous avez dit sur la propriété temporaire? Est-ce que c'est ce que la propriété se vend dans une limite de période ou quelque chose comme ça? Oui, alors l'impôt sur les successions est effectivement une forme de propriété temporaire, parce que quand la collectivité reprend au passage de génération 50, 60, 70% des plus hautes fortunes, effectivement, ça veut dire qu'on n'est plus vraiment quand même dans la propriété privée du 19e siècle. Et donc c'est déjà ce qui s'est passé pendant une grande partie du 20e siècle dans de très nombreux pays, et encore aujourd'hui, si vous prenez... il y a des petits pays, parfois même sociodémocrates comme la Suède, qui ont supprimé leur impôt sur les successions parce qu'ils sont terrorisés à l'idée que les fondateurs d'IKEA vont partir en Norvège, etc. Donc là, c'est un peu le syndrome du petit pays. Mais si vous prenez les plus grands pays capitalistes, ils ont tous conservé un impôt sur les successions quand même assez significatif. C'est-à-dire vous prenez les États-Unis, vous prenez le Japon, vous prenez l'Allemagne, le Royaume-Uni, vous prenez la France, ils sont tous à entre 40-50% de taux sur les plus grosses successions, donc c'est moins que ce que ça a été à un certain moment, mais c'est quand même pas zéro. Trump a voulu le supprimer l'an dernier, mais même les républicains l'ont désavoué sur ce point, l'ont accepté sur l'impôt sur les sociétés, mais l'ont retoqué là-dessus. Bush l'avait supprimé 1 an en 2001, mais là encore, même les républicains ont fini par lui faire faux bond sur cette histoire. Donc il n'y a pas... Ça reste quand même, ça fait partie des institutions, au moins dans des pays de plus grande taille, mais qui continuent d'être acceptés politiquement, socialement. Mais c'est vrai que le mécanisme de la concurrence fiscale pourrait mener à leur disparition, alors que moi je plaide au contraire, non seulement pour leur renforcement, mais aussi pour la propriété temporaire au niveau annuel. C'est-à-dire, je pense qu'il faut mieux avoir un impôt annuel sur la propriété à des taux plus réduits pour la plupart des propriétés, plutôt que juste un gros coup au niveau des successions. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'impôt sur les successions est beaucoup moins populaire de façon générale que l'impôt sur la fortune, par exemple, qui est plébiscité aussi bien en France qu'aux États-Unis. Voilà, toutes les enquêtes d'opinion montrent un très grand soutien à l'idée d'un impôt sur la fortune, et pas sur l'impôt sur les successions, même quand ça frappe les plus hautes successions. Et je pense qu'il y a une raison à ça, c'est que l'idée de payer beaucoup d'un coup, avec parfois le besoin de devoir vendre la maison de famille, etc., pour payer l'héritage, est une idée qui est moins acceptée que l'idée de payer... les gens en taxes foncières vont payer 1-2% d'impôts pendant 30 ans. Au total, ça va être la même chose, mais c'est petit à petit. Et comme l'impôt, vous devez quand même le payer à partir de vos revenus annuels, en fait, ça rend la chose beaucoup plus acceptable. Et bon, il y a même des modèles théoriques qui expliquent tout ça et qui justifient pourquoi il faut reposer davantage sur l'impôt annuel. Alors, la Chine dans tout ça, vous me dites, peut-être tous les 70 ans, on va rebattre les cartes. Oui, peut-être et peut-être pas. Et donc, moi, je pense que c'est quand même important sur ces questions-là, aussi bien pour des questions de justice que pour des questions d'efficacité économique, d'avoir un cadre prévisible permettant de savoir à quel rythme
cette circulation de la propriété, cette circulation du pouvoir, moi je plaide pour une forme de réforme agraire permanente, quoi, une espèce de redistribution permanente. Donc des réformes agraires, il y en a eu en Chine, mais de façon quand même un peu chaotique, comme vous savez. Et je pense que voilà, l'impôt progressif permet de faire les choses dans le cadre de l'état de droit, de façon prévisible. C'est pas une vue de l'esprit, ça a été fait aux États-Unis, dans de très nombreux pays européens pendant des dizaines et des dizaines d'années, ça n'a absolument pas empêché la croissance. Que va faire la Chine face à tout ça? Je ne sais pas très bien. Moi, je suis un peu inquiet. C'est vrai que quand je lis, j'ai lu, j'ai fait mon travail à la maison, je lis le livre du président Xi Jinping sur le socialisme aux couleurs chinoises, et je vois une espèce de confiance dans le rôle du parti pour mettre fin à toutes les corruptions et à tous les excès, mais sans vraiment d'attention portée à la question du mécanisme institutionnel permettant d'assurer ce contrôle. Et le refus des solutions vues comme occidentales de type impôt progressif me semble quand même assez dangereux. C'est-à-dire que le résultat en Russie post-communiste, ça a été une fuite des capitaux gigantesque. Le pouvoir chinois dit qu'il a les moyens de contrer ça. C'est pas certain. Donc c'est possible que les fuites de capitaux, de paires de riches chinois qui veulent aller protéger leurs actifs ailleurs, se multiplient et quand même finissent par créer des complications, surtout si la croissance elle-même se ralentit, la population diminue. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ce système soit forcément éternel, mais bon, on verra. Bonjour, merci beaucoup pour ce travail et bravo à toute l'équipe pour ce bouquin. Est-ce que, comme Robert Reich, il faut sauver le capitalisme et le réformer ou le détruire comme le propose Jean Ziegler? Quelle est l'approche de Tommy Piketty et de son équipe là-dessus? Merci pour cette question. Thomas, Alors, il nous reste 5 minutes, Vas-y. même pas. Ouais. Donc on va vous prendre plusieurs questions Ouais. avant de répondre à celle-ci particulièrement simple. Il faut que je note ça parce que là, du coup, je vais faire très vite, enfin j'essaie en tout cas. Vous avez commencé en disant que le livre était moins occidentalo-centré que le précédent. Ça a bien commencé, vous avez parlé notamment de la colonisation, de l'esclavage, et après, poup, j'ai plus rien entendu. Donc je sais pas. Je ne sais pas, est-ce que vous avez tiré des leçons dans le livre plus poussées, ou est-ce que c'est absent? Voilà. Alors, dernière question. je sais pas, oui, vas-y. Ouais. Non. Parce que là, c'est des grosses questions, ça. Hein. Moi, je veux bien. Bonjour, je vous remercie. Moi, j'aimerais connaître votre avis sur la relation qui est possible de faire entre l'évolution de la dette publique et l'évolution des inégalités, sachant que si on considère que si une augmentation de la dette publique peut aussi avoir une augmentation des inégalités liée à la financiarisation de la dette, quelles sont vos solutions, ou vos propositions tout du moins, pour justement, en utilisant le terme que vous utilisez, socialiser la dette publique? Je vous remercie. Alors, dépasser le capitalisme, détruire le capitalisme, sauver le capitalisme. Bon, moi, j'utilise plutôt le terme dépasser, qui me paraît plus constructif que le terme détruire, parce que, disons, dans le terme détruire, on n'est pas sûr qu'on a envie de proposer un système pour le remplacer. Donc, dans le mot dépasser, il y a le même objectif de remplacer ce système, mais il y a quand même une obligation de préciser avec quoi on le dépasse. Et donc, moi, je pense que le système de propriété sociale et temporaire que je décris, avec un très fort plafonnement des droits de vote pour les plus forts actionnaires et une circulation permanente de la propriété, est un système qui est vraiment autre chose que le capitalisme, en tout cas que le système de propriété privée qu'on connaît actuellement. Après, voilà, si des gens veulent appeler ça capitalisme progressif ou juste, comme certains le font, pourquoi pas. Moi, j'avoue que je pense que le mot socialisme peut être sauvé malgré tous les écueils de différentes natures qu'il a rencontrés. En termes de communisme, alors il y a des gens à la fête de l'UMA, ils me disent mais pourquoi pas communisme participatif? Bon, c'est pourquoi pas, tous les mots sont possibles. C'est vrai que moi je trouve que le mot communisme a été quand même plus abîmé, plus lourdement abîmé, et donc je préfère parler de socialisme participatif. Après, je comprends les gens qui trouvent que tous ces mots-là sont insupportables et qui veulent en inventer d'autres. Bon, je n'ai pas vocation à faire la police du langage et à dire voilà. Donc après, je parle de propositions sur la propriété sociale et temporaire. Je pense que c'est plus important que les mots. Sur le dépassement du cadre occidental, votre question est parfaitement légitime. Alors, c'est un peu revenu à différents moments, même si je l'ai pas assez dit, mais typiquement, l'opacité
du système financier international actuel pèse beaucoup plus lourdement, par exemple, sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, que sur l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire que cette façon dont voilà, on contourne tout objectif de transparence en laissant des personnes en toute impunité transférer leurs actifs sans qu'il y ait aucun système de vérification sur qui possède quoi, ça a des conséquences très négatives en Europe et aux États-Unis. Mais alors, en Afrique, pour des pays qui voudraient pouvoir mettre à contribution leurs contribuables en proportion de ce qu'ils possèdent, c'est vraiment c'est extrêmement difficile. Donc je crois que les pays les plus pauvres sont encore plus victimes, disons, de ce mouvement vers toujours moins de régulation et toujours plus d'opacité financière que les pays les plus riches. Il y a de très longs développements dans le livre sur l'Inde, et en particulier sur les impacts de la colonisation britannique en Inde et la façon dont le système de caste en Inde a été rigidifié par la puissance coloniale britannique, dont j'ai pas pu parler là dans cette présentation, mais qui, pour moi, sont les parties les plus intéressantes, en tout cas celles dans lesquelles j'ai mis le plus d'attention et le plus de travail, et ce sont notamment des travaux menés depuis très longtemps avec mon ami collègue Abhijit Banerjee, qui ont nourri tout ça, et bon, c'est vrai qu'en France, dans les présentations en France, l'Inde, c'est très loin, et donc peut-être je devrais faire plus d'efforts pour montrer aux uns et aux autres que c'est pas si loin que ça, qu'il y a beaucoup de choses à en apprendre. J'essaye de le faire. Désolé de ne pas l'avoir fait aujourd'hui. Je reste, comme je le dis d'ailleurs dans ma conclusion, si vous jetez un coup d'œil, je reste prisonnier des limitations aussi occidentales de mon regard. C'est-à-dire, je fais des efforts dans ce livre. Je crois que ce livre est un peu moins occidentalo-centré que le précédent, mais voilà, les limites aussi de mes compétences linguistiques, de mes connaissances des sources font que l'Europe, la France singulièrement, continue d'occuper une place complètement disproportionnée par rapport à leur part dans la population mondiale, et je m'en excuse, j'en suis conscient, et j'espère que des recherches nouvelles permettront d'approfondir des études sur les inégalités dans d'autres parties du monde. On y travaille notamment au laboratoire sur les inégalités mondiales. Dernier point sur la dette publique. Il n'y a pas de règle générale sur est-ce que l'augmentation de la dette publique va augmenter les inégalités ou pas. C'est-à-dire, ça dépend comment ça se passe, ça dépend du rendement sur la dette publique, ça dépend de est-ce que la dette publique, on finit par la rembourser à la fin, ou est-ce qu'elle finit on finit par s'en débarrasser par d'autres méthodes comme celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, inflation ou impôt exceptionnel, comme en Allemagne. En Allemagne, il y a eu une autre méthode avec la conférence de Londres en 1953 qui a été d'annuler la dette extérieure allemande, enfin plus précisément de la repousser à l'unification allemande, puis en 1991, elle a été définitivement annulée. Voilà, donc tout dépend ce que vous en faites. Dans la période récente, ça peut contribuer, oui, à une forme disons, d'hyper-propriété privée, puisque, comme on le montre dans le livre, aujourd'hui, la dette publique peut dépasser le niveau des actifs publics, ce qui veut dire que les propriétaires privés détiennent non seulement tous les actifs publics à travers leur dette, mais détiennent un droit de tirage sur l'argent des contribuables pour les décennies suivantes. Donc, en ce sens-là, donc, tant que ceci est remboursé, et dans la mesure où les taux d'intérêt finiront par remonter, ça peut accroître les inégalités. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres scénarios possibles. Je m'arrête là et je vous remercie beaucoup à tous pour toutes ces questions.